Exactement. Savais-tu que 70% du système immunitaire se trouve dans notre système digestif, dans nos intestins? Une bonne digestion n'est pas seulement une question de confort, mais c'est un véritable pilier de notre santé. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce huitième du bien-être intitulé Comment améliorer tes digestions pour une meilleure santé. Qui suis-je? Donc, je suis Natacha. Je suis professionnelle et praticienne en hypnose régressive. Je suis spécialisée en santé naturelle. J'accompagne les managers, les chefs d'équipe ou toute autre personne qui sont confrontées aux problématiques de fatigue, de burn-out, de fatigue qui peut être physique, qui peut être émotionnelle, qui peut être liée au mental aussi. Et j'aide ces personnes à retrouver leur vitalité, leur bien-être et la joie de vivre. Alors rentrons décrypter un peu ce que sont les problématiques qui peuvent être liées aux troubles digestifs et explorer des solutions pratiques qui vont te permettre de retrouver ton bien-être digestif. Donc le webinaire va se développer en 4 grandes parties. La première, ça va être comprendre le fonctionnement des digestions et ses étapes clés essentielles. On va pouvoir ensuite, je vais passer à une étape de stratégie. Quelles sont les stratégies simples que tu peux mettre en place pour améliorer ta digestion? Et ensuite, on va pouvoir découvrir les astuces faciles et efficaces pour optimiser sa digestion. Donc, je dis bonjour à Naja, bonjour à Aminata, bienvenue à vous. Oui, ça a déjà commencé, je suis désolée. Donc, on passe à la première grande partie, le fonctionnement du système digestif. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran. Vous pouvez me le dire dans le chat aussi, ce serait sympa. Donc, on va passer à la première grande partie, qui est de comprendre le système digestif. Donc, notre système, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui est essentiel à notre corps, de façon à ce qu'il puisse trouver les nutriments dans les aliments que nous consommons. Mais est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Donc en fait, le grand mécanisme, c'est de couper les grandes chaînes longues moléculaires des aliments en maillons beaucoup plus courts pour les rendre utilisables pour nos cellules. Merci à toi, Aminata. Ah, c'est par moment, il y a des grésillements. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire au mieux avec mon micro. Ok. Ok. Donc, la digestion a 5 grandes étapes. La première qui est l'ingestion des aliments. Tout va commencer quand tu vas mettre des aliments dans ta bouche. Ensuite, il va y avoir le transport de ces aliments qui vont voyager dans un long tube qu'on appelle le tube digestif. Ensuite, ces aliments, ils vont être digérés, c'est-à-dire ils vont être décomposés en nutriments essentiels qui vont permettre l'assimilation ensuite par nos cellules. Donc, c'est la phase d'assimilation. Et la dernière étape, c'est l'étape d'élimination qui va consister à mettre en rebut, sous forme de sel, tous les éléments qui sont inutiles. Donc, ce seront les déchets et les résidus. Savais-tu que dans le système digestif, il y a plus de 19 organes qui vont collaborer pour que ces grandes chaînes de maillons faibles soient décomposées de façon à ce qu'elles soient disponibles pour nos cellules? Donc, durant ce webinaire, je vais t'aider à mieux comprendre ce processus et pour pouvoir améliorer ton système digestif. Donc, les étapes clés. Donc, du coup, le système digestif, comme j'ai dit, c'est un ensemble d'organes qui va travailler en coordination pour transformer les aliments et nutriments en carburant qui va être essentiel pour notre organisme. Donc, voilà comment ça se passe. Quand l'aliment rentre dans notre bouche, la digestion va commencer et il va se faire de 2 façons. La première, ça va être mécanique, via l'action des dents. On a nos incisives on a nos canines qui vont déchirer, on a nos prémolaires qui vont boyer. Donc, sous l'effet de nos dents, il va y avoir déjà cet effet mécanique et il va y avoir la mastication qui va transformer les aliments en un bol alimentaire qui va être plus facile à avaler. Et il va y avoir dans la bouche toujours une action chimique qui va se faire via les glandes salivaires, parce que dans la salive, il y a des glandes salivaires qui vont contenir des enzymes comme la thyaline, qui va amorcer la digestion, par exemple, des amidons. Ils contiennent également des lysosomes. Les lysosomes, ce sont dans la bouche, on a
un composé qui va permettre de neutraliser certains éléments pathogènes. Donc, d'où l'importance de bien mastiquer parce qu'il y a déjà un rôle très important dans cette phase. Donc, le rôle de la bouche va être de commencer la décomposition des glucides et des aminos et de faciliter le passage dans l'œsophage. On va avoir le passage des aliments dans l'œsophage. Une fois qu'elle a été mastiquée et que le bol alimentaire a été avalé, ben, le bol alimentaire va traverser le pharynx pour atteindre l'œsophage. Et c'est un long canal, en fait, le pharynx. Vous le voyez un peu sur la photo avec les deux bébés au-dessus de leur tête, il y a l'œsophage. Ben, du coup, ce long couloir, en quelques secondes, va permettre d'acheminer le bol alimentaire vers l'estomac grâce à des constatismes. Donc ensuite, l'aliment va être dans l'estomac. C'est une étape cruciale. Là encore, il va y avoir deux actions importantes qui vont être mécaniques et chimiques. Donc les muscles de l'estomac vont malaxer le bol alimentaire et le mélanger avec des sucs gastriques. Et l'action chimique, qui est l'action des sucs gastriques, qui va être contenue dans l'acide chlorhydrique, et d'autres enzymes, comme par exemple la pepsine, qui va permettre de décomposer les protéines en peptides. Et il y aura d'autres enzymes qui vont intervenir. Donc, durant le passage du bol alimentaire dans l'estomac, il va y avoir ces deux actions mécaniques et chimiques. Mais en plus de ça, dans l'estomac, le pH, il est très acide. Il est entre 1 et 3. Et ce pH très acide permet justement, entre autres, d'éliminer les agents pathogènes. À la sortie de l'estomac, par exemple, les aliments, ils seront transformés en une substance beaucoup plus liquide après le malaxage et les transformations chimiques. Et ce liquide est appelé le chyme. Et il va être prêt ensuite à être pris en charge par l'intestin grêle. Donc, il faut savoir que les aliments dans l'intestin vont stagner environ, en tout cas, ils vont être traités par l'estomac entre 2 à 4 heures en fonction de ce qu'on aura mangé. Donc, le rôle de l'estomac, ça va être de dégrader vraiment les protéines, surtout, grâce aux enzymes, et préparer les aliments pour l'intestin grêle. Donc, pourquoi je précise que c'est de préparer, la dégradation des protéines? Parce que l'estomac, la plus grande quantité d'enzymes qu'elle va préparer, de sucre qu'elle va préparer, ça va être pour digérer les protéines. Donc, quand on mange un repas avec plein de choses différentes, ça veut dire que les choses différentes vont attendre que ce soit le moment pour eux d'être dégradés. Et donc, du coup, soit ça fermente, soit ça attend en général sans trop faire de dégâts. Donc, quand ensuite on descend, on passe à la phase de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un long tube qui fait entre 6 et 7 mètres. Et à ce niveau, il y a 90% de l'assimilation qui va se produire. L'intestin grêle, il est partagé en 3 grandes parties. D'abord, le duodénum. Il se passe beaucoup de choses au niveau du duodénum. C'est une espèce d'anse, en fait, où le chyme, il va passer. Et au moment où il passe dans le duodénum, qui est le début de l'intestin grêle, il va se produire plusieurs actions, dont l'action du foie qui produit la bile et l'action de la vésicule biliaire qui va éjecter la bile, puisque la vésicule biliaire sert à stocker la bile. Et cette bile va servir à émulsifier les graisses pour une meilleure assimilation. Il va y avoir un mélange de sucre gastrique qui va permettre de digérer les protéines et les glucides. Ensuite, passer le duodénum, on passe au jujénum et à l'iléon, qui est la plus grande partie de l'intestin grêle. Dans cette partie, les aliments vont être absorbés. Comme je disais, 90% de l'assimilation se fait à ce niveau. Ils vont être absorbés par ce qu'on appelle des villosités intestinales qui permettent de passer dans le sang ou dans la lèvre en fonction de nutriments qu'il s'agit. Donc, le grand rôle de l'intestin grêle va être d'absorber les protéines, les glucides, les lipides, ainsi que les vitamines, les minéraux, de façon à nourrir les cellules de notre corps. Ensuite rentre en scène le gros intestin, qui mesure environ 1,5 m. Lui, parce que lui, il va permettre de récupérer l'eau qui est contenue dans ce liquide qu'on appelait le chyme. Maintenant qu'il a été dépourvu de tout nutriment, de tous éléments nécessaires pour notre corps. Donc là, il va être dans le gros intestin, on va récupérer l'eau et certains minéraux. Le gros intestin aussi a un rôle dans l'immunité parce qu'il permet avec le caïcom
d'avoir une réserve de nos défenses immunitaires. Il a aussi un rôle dans l'élimination, puisqu'en réduisant l'eau contenue dans le chyme, qui n'est plus un chyme d'ailleurs, en réduisant l'eau contenue dans ce résidu, bah, du coup, il va le permettre de le compacter sous forme de sel, ce qui permet une élimination via notre rectum et l'anus. Donc, son rôle vraiment principal, ça va être de former les sels pour éliminer les résidus et les déchets. Et au niveau du côlon, du gros intestin, pardon, il y a également notre flore intestinale qu'on appelle le microbiote qui y réside. Donc maintenant, passons aux éléments annexes, parce que du coup, hormis les éléments principaux que je vous ai cités, il y a également les organes annexes du système digestif. Donc, le foie que j'ai déjà cité, qui produit la bile, la vésicule biliaire, qui également stocke la bile, et le pancréas, qui est le plus gros producteur d'enzymes digestifs, parce qu'il va synthétiser la protéase pour l'amylase et la lipase. Il va synthétiser la protéase, l'amylase et la lipase. Ce sont des enzymes qui vont permettre de digérer les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. Et il va réguler également, le pancréas a un gros rôle qui est de réguler la glycémie dans le corps, à savoir grâce à l'insuline et au glucagon. Donc, en synthèse, pour résumer un peu comment fonctionne votre système digestif, que vous l'ayez en tête, chaque étape de la digestion, de la mastication à l'élimination, c'est une combinaison d'actions qui va être mécanique, soit par la mastication, soit par le malaxage, et chimique via les enzymes et les sucs gastriques. Donc, en moyenne, un repas, il va mettre entre 6 et 12 heures pour être entièrement digéré et éliminé, en fonction de ce qu'on va ingérer, bien évidemment. En naturopathie, la notion de terrain, qui est importante pour nous, prend tout son sens, parce que, justement, on comprend aisément pourquoi il prend son sens, parce que comme indiqué précédemment, il va y avoir l'intervention d'enzymes et de sucs gastriques sur la digestion. Ils vont être excrétés sous forme inactive et être activés lorsque le système digestif se met en action. Donc, en fonction de la charge de déchets qu'on peut avoir dans nos liquides humoraux, ben, ces enzymes et ces sucs gastriques auront un impact puissant ou inversement, ils seront inefficaces. Donc, rentrons un peu plus en détail dans le rôle de ces fameuses enzymes, justement. Donc, nos enzymes digestifs et l'acide gastrique sont les super-héros dans la décomposition des aliments en nutriments. Ils vont agir comme des catalyseurs chimiques en accélérant la réaction qui est nécessaire à la digestion. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai cité les trois grandes catégories d'enzymes qui sont les protéases qui vont permettre de décomposer les protéines en acides aminés. Ils sont indispensables, eux, les acides aminés pour les muscles, pour nos systèmes immunitaires et plein d'autres fonctions du corps. Les amylases, eux, qui vont agir, c'est une enzyme qui va agir sur les glucides complexes, comme les hydrates de carbone, pour pouvoir réduire les sucres en sucres plus simples, comme par exemple en glucose, qui est le carburant de notre cerveau, entre autres. Il existe une autre enzyme qu'on appelle la lipase. Elle va s'occuper des graisses en les convertissant en acides gras et en glycérol, qui est utile pour nos cellules et qui est aussi une réserve d'énergie après coup. Est-ce que tu savais, par exemple, que les aliments crus, comme les fruits et les légumes frais, contiennent leurs propres enzymes? Ils facilitent leur propre digestion et allègent le travail de notre système digestif. C'est génial, non? C'est pour ça qu'en naturopathie, on encourage vivement la consommation d'aliments crus ou de légumes cuits à la vapeur. Cela permet de préserver l'enzyme de ces aliments, parce que l'enzyme va permettre de commencer la digestion avant même que nos enzymes digestifs se mettent en action, avant qu'ils rentrent en jeu. Donc, ça permet d'économiser notre énergie vitale. Concernant le rôle des acides gastriques, ils sont produits par l'estomac et ils ont une double mission. La première va être d'activer les enzymes digestifs, comme la pepsine, qui va décomposer les protéines. Et ensuite, ils vont avoir un rôle de destruction des bactéries pathogènes présentes dans les aliments. Ça permet de protéger notre système digestif. Donc, les enzymes digestives, qu'elles proviennent des aliments ou de notre corps, elles sont super essentielles pour la transformation des aliments en nutriments. L'acide gastrique, lui, quant à lui, va jouer un rôle complémentaire de soutien
pour pouvoir permettre à l'activité enzymatique d'être réactif et permet également la protection de notre organisme. Donc, il y a un dernier élément dont j'aimerais vous parler concernant notre système digestif. Donc, du coup, je l'ai cité tout à l'heure, mais on va rentrer un peu plus en détail concernant le microbiote. C'est notre deuxième cerveau. C'est un écosystème qui est fascinant en fait. Il va abriter des milliards de micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, des levures, des parasites. Ils vont travailler en symbiose en fait dans notre corps. Ils sont localisés, comme je disais tout à l'heure, dans le côlon. Ils viennent dans notre tube digestif et jouent dans notre système digestif et ils jouent. Et il se met en place dès la naissance, lorsqu'on est par voie basse, ou après avec l'allaitement, ou encore après en fonction de notre environnement, de là où on est, parce que quelqu'un qui vit par exemple au Japon n'aura pas le même microbiote que quelqu'un qui vit en métropole, et même toutes les personnes qui vivent en métropole en France n'auront pas le même microbiote, même s'ils auront une flore intestinale qui va se ressembler parce qu'il y aura une prolifération de certaines bactéries, de certains champignons qui seront plus importantes, mais du coup, un microbiote intestinal d'une personne à l'autre est totalement différente. Donc, quel est le rôle de ce microbiote? Donc, il va avoir un rôle dans la digestion des aliments parce qu'il va aider la décomposition des fibres et de certaines glucides complexes. Il va également permettre la fermentation de fibres parce que les microbiotes vont transformer les fibres alimentaires en acides gras et nourrissent les cellules de la paroi intestinale. Ils vont avoir un rôle aussi dans la production et la nutrition essentielle qui participent à la synthèse de vitamines comme la K, comme certaines B en fait. Et le microbiote peut extraire jusqu'à 15% des calories de notre alimentation. C'est-à-dire que quand le chyme arrive dans l'intestin, il reste encore des nutriments et contribue à récupérer ces nutriments qui peuvent être contenus dans le bol alimentaire. Il a un rôle aussi de protection. Il va agir comme une barrière contre les agents pathogènes en occupant l'espace disponible et il va produire des substances antimicrobiennes. Il dégrade les produits toxiques tels que les médicaments, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Il a un rôle de régulateur de la digestion parce qu'il va influencer la motilité intestinale et l'absorption des nutriments. Donc, la motilité intestinale, c'est le fait que les aliments se déplacent dans nos intestins en fait. Donc, c'est un mouvement un peu de pression qui se passe pour déplacer le chyme vers les différents les espaces du système digestif. Il va influencer aussi l'axe intestin-cerveau parce que les contenus dans notre microbiote va produire des qui va impacter notre humeur et notre bien-être. Est-ce que tu sais que 70% des cellules immunitaires sont présentes dans notre intestin? Donc, ça donne encore le là sur pourquoi le microbiote, il est super important. Il faut en prendre soin, en fait. Il faut l'imaginer un peu comme une communauté bien organisée où chacun joue son rôle, en fait. On va avoir des nettoyeurs, des gens qui réparent, des espèces qui protègent. Et si, par exemple, une des familles prolifère, ce sera contre une autre famille, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que les bonnes bactéries seront les plus sensibles, les plus faciles à disparaître, et les mauvaises bactéries vont proliférer, et là, ça peut être le chaos. Donc, tes intestins et ton microbiote sont bien plus que des organes de digestion, ils sont des piliers essentiels pour ta santé. Donc, il faut en prendre soin. Donc, pouvoir améliorer ton microbiote. Bon, on va quand même passer aux signes qui te permettent de voir l'équilibre dans ton système digestif. Donc, les signes qui vont permettre de réaliser que tu as un problème dans ton système digestif ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont des fois discrets, mais ils sont significatifs. Parce qu'un microbiote déséquilibré, qu'on appelle dysbiose, survient lorsque les bactéries pathogènes, comme je disais tout à l'heure, prolifèrent. Et cela entraîne des troubles digestifs, et voire bien plus. Donc, on peut avoir les ballonnements, qui sont une sensation de gonflement dans l'estomac. On peut avoir des reflux gastriques, ce sont des remontées acides ou des brûlures d'estomac. On peut avoir des gaz, ce sont des flatulences en excès qui vont résulter du fait que les ferments des aliments,
vont proliférer. On peut avoir de la fatigue après un repas. Lorsque le système digestif mobilise trop d'énergie, cela peut provoquer une somnolence ou un manque d'énergie. On peut avoir des constipations ou inversement des diarrhées. Donc, c'est une difficulté, une constipation, c'est une difficulté ou une rareté des selles, alors que la diarrhée, ça va être l'effet inverse, ça va être une dysbiose, ça va être une fréquence des selles trop rapprochée. On peut avoir aussi une sensibilité abdominale. Une dysbiose peut rendre la paroi intestinale plus réactive. On peut avoir aussi un affaiblissement de l'immunité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre système digestif, il y a 70% de notre immunité. Donc du coup, lorsqu'il y a dysbiose, lorsqu'il y a dérèglement, comme tout est lié, donc on peut avoir un affaiblissement de son système immunitaire, ce qui peut nous rendre plus vulnérables aux infections. On peut avoir également des problèmes métaboliques. Certaines personnes ne comprennent pas, des fois elles ne mangent pas beaucoup ou elles mangent un seul aliment et elles grossissent en fait. Donc quand on a une dysbiose, quand on a une problématique au niveau de notre système digestif, les problèmes métaboliques qui peuvent apparaître sont des risques d'obésité, de diabète ou de maladies inflammatoires chroniques. Donc le microbiote, vu qu'il communique avec notre cerveau via l'axe intestin-cerveau, un déséquilibre peut aussi contribuer à des troubles de l'humeur comme l'anxiété ou voire la dépression pour certaines personnes. Donc ces signaux, comme je disais tout à l'heure au début, ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont comme des petits drapeaux rouges que notre corps agite pour nous dire qu'il est temps de faire quelque chose. Donc plus tu agiras tôt, mieux tu te sentiras pour éviter des complications qui peuvent être graves, comme des maladies inflammatoires chroniques ou des déséquilibres immunitaires. Donc peut-être te demandes-tu quelles sont les causes de ces troubles digestifs. Donc les causes. Donc, on peut avoir une alimentation inadaptée, par exemple le fait de manger trop souvent des aliments transformés, parce que du coup, notre corps, ça va lui demander beaucoup plus de travail, ces aliments transformés, parce qu'ils manquent d'enzymes naturelles. On a vu tout à l'heure, les enzymes sont nécessaires à la décomposition efficace. Donc, le résultat, ralentissement de la digestion, ça va favoriser des ballonnements et augmenter la charge de travail de notre organisme. Dans ces aliments transformés, on a du sucre raffiné qui affaiblit notre microbiote et va provoquer de l'inflammation. Donc, trop peu de fibres, notre transit va être plus lent et il va y avoir accumulation de déchets dans notre système digestif. Lorsque ces sucres arrivent en trop grande quantité dans le côlon, bien que notre flore intestinale est prévue pour digérer ces sucres qui n'auraient pas été digérés par notre système digestif en amont, ce qui se passe, c'est que s'il y en a trop, ils vont nourrir les bactéries pathogènes dans le microbiote. Et c'est ce qui va produire des gaz, des ballonnements et perturber le microbiote. En effet, on dit que le microbiote va servir de barrière intestinale, mais lorsque cette barrière est perturbée, on peut même arriver à l'hyperméabilité. L'hyperméabilité, c'est quand la lumière de nos intestins, à l'intérieur, il y a des trous en fait. Cela permet à des substances nocives de pénétrer dans le sang et ça va augmenter le risque d'inflammation. Un autre des symptômes qui peut favoriser les troubles intestinaux, c'est le stress. J'ai un autre webinaire que j'ai parce que le stress, lui, quand on est va bloquer toutes les autres fonctions du corps qui ne sont pas nécessaires pour la lutte. Donc, ce qui se passe, il va y avoir des effets au niveau de l'estomac. Le stress va stimuler la production excessive d'acide gastrique, ce qui va entraîner des brûlures d'estomac, des ulcères, des reflux œsophagiens. Il peut également ralentir et accélérer le vidage gastrique, provoquant une sensation de lourdeur et de nausée. L'intestin, trop de stress va perturber la motilité intestinale. Ça veut dire que, vu que les fonctions du système digestif sont stoppées pour la fonction lutte ou fuite, on n'a pas besoin de digérer à ce moment-là. On n'a pas besoin le corps ne se dit que ce n'est pas important pour le moment d'aller digérer. Et donc, ce qui se passe, c'est que plus de bactéries dans l'estomac et la paroi intestinale peut être impactée. Donc, également le stress, le stress agit sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surélien et va libérer du cortisol. C'est une hormone qui va perturber les fonctions digestives normales. Et donc, en les perturbant, du coup, il va privilégier, comme j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, il va privilégier des réponses de survie. Donc, il faut imaginer ton corps comme
comme s'il était en mode urgence tout le temps, en permanence. Donc, ton corps met en pause la digestion, il va mettre en pause, par exemple, la régénération, il va mettre en pause tout ce qui n'est pas utile pour la fuite et la lutte. Donc, résultat, tes repas vont rester plus longtemps dans l'estomac ou moins longtemps, et ça peut créer des désordres, et c'est là où tu sens des troubles. Un autre élément qui va impacter, qui va causer des troubles digestifs, ça peut être ton mode de vie. Donc, les habitudes néfastes que tu peux avoir. Par exemple, manger trop vite. Quand tu avales ton repas en vitesse, tu empêches une bonne mastication. Et on a vu tout à l'heure que c'était la première étape pour une bonne digestion. Donc, ton estomac, lui, après, il se retrouve avec beaucoup plus de travail, 2 fois plus de travail. Et donc, du coup, on peut avoir des ballonnements, des gaz et des sensations de lourdeur. On peut avoir aussi les repas irréguliers. Ça veut dire que le fait de... C'est pas grave en soi de sauter un repas, mais quand c'est régulier, quand c'est pas préparé, quand c'est pas prévu, quand c'est pas organisé, sauter un repas et te dire je mange juste une pomme ou je mange juste une carotte, je mange quelque chose pour donner les nutriments à mon corps. Ben, je donne des mauvais messages à mon organisme. Donc cela provoque de l'acidité dans l'œsophage, ça peut faire des brûlures d'estomac, ça peut faire des fringales incontrôlées et après on se retrouve à manger un peu n'importe quoi, qui n'est pas adapté pour nous. Donc, éviter de ne pas avoir un rythme régulier dans ses repas. Si c'est un repas qu'on veut faire par jour, garder ce rythme d'un repas par jour. Si c'est deux, c'est deux. Mais essayez de garder ce rythme pour informer le corps de notre façon de faire. Manger en étant, par exemple, multitâche, ça veut dire je mange devant mon PC ou en scrollant mon téléphone. Ben, notre cerveau n'enregistre pas qu'on est en train de manger. Donc, le résultat, c'est que soit on mange trop, soit la digestion est ralentie, parce que notre corps n'est pas pleinement concentré à ce qu'il fait. Un autre élément qui favorise, qui peut être à l'origine des troubles, ça peut être l'intolérance à certains aliments ou l'allergie. Donc, il faut différencier les deux, c'est pas la même chose. L'intolérance, c'est quand le corps a du mal à digérer un aliment, c'est souvent lié à un déficit enzymatique. Exemple, on peut être intolérant au lactose, ce qui va produire, ce qui dit que le corps produit moins de lactase, c'est l'enzyme qui digère, qui décompose le sucre du lait. Les symptômes, tu vas avoir des ballonnements, tu peux avoir des crampes, tu peux avoir une augmentation de sensation de lourdeur. Et comment tu peux savoir qu'il s'agit d'une intolérance? C'est qu'en augmentant progressivement la dose de l'aliment que tu consommes, ben, du coup, le symptôme s'accroît. Concernant une allergie, qui est autre chose, c'est une réaction excessive de ton système immunitaire et à une alimentation qui est perçue comme intrus. Donc, l'exemple, tu peux être allergique au gluten. Donc, ton corps va déclencher une réponse inflammatoire dans l'intestin, ce qui peut endommager la paroi intestinale. Mais ça peut aussi être une éruption cutanée ou gonflement au niveau de ton œsophage, où tu peux avoir des difficultés respiratoires ou voire dans des cas graves des chocs anaphylactiques. Donc là, c'est une réaction. Cette réaction, elle peut être immédiate ou retardée, même avec une faible quantité d'aliments. Donc, pour différencier les deux, comme je disais tout à l'heure, les intolérances vont concerner uniquement ton système digestif, tandis que les allergies, c'est une réponse immunitaire qui peut avoir des effets sur tout ton corps. Donc là, c'est déjà une petite piste pour pouvoir apprécier de quoi il s'agit. Donc maintenant, passons aux stratégies qui te permettent tes digestions. Donc la première chose que tu peux mettre en place, donc l'hygiène alimentaire va consister à privilégier des fruits frais et des légumes frais de saison qui vont être riches en fibres, en fibres solubles et insolubles. Ils vont contribuer au transit intestinal et nourrissent le microbiote. Privilégier des légumes qui sont cuits à la vapeur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce que ça préserve leurs enzymes et ils sont plus faciles à digérer. Adopter des aliments fermentés et diversifier ton alimentation avec des yaourts, du kéfir, de la choucroute, le miso pour tout ce qui concerne les aliments fermentés. Mais pour tout ce qui concerne la diversification, c'est le fait de mettre des aliments frais, de saison, manger un peu de viande, beaucoup plus de légumes, des noix, manger tout ce qui existe, diversifier son alimentation. Donc, consomme plus de fibres, comme je disais tout à l'heure, consomme beaucoup plus de fibres.
Tu peux prendre des fibres complètes que tu peux trouver dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans les noix. Elles vont stimuler la motilité intestinale et vont prévenir la constipation. Choisis des protéines maigres comme le poisson, la volaille ou encore le tofu, qui sont plus faciles à digérer par rapport à la viande rouge. Prends le temps de bien mastiquer, parce que comme on l'a vu depuis le départ, que je répète, la digestion commence dans la bouche. Dans la bouche avec la mastication. L'action de la mastication et l'action des enzymes que nous avons également dans la salive. Donc, bien mastiquer. Donc, ce que tu peux faire, c'est te dire, chaque bouchée, tu mâches entre 20 à 30 fois pour bien rendre la substance liquide. Ainsi, tu réduis la charge de travail de l'estomac et de tes intestins. Surtout, mange quand tu ressens la faim et pas parce qu'il est l'heure de manger. Et de préférence, des portions qui vont être adaptées à ta physiologie. C'est-à-dire, ne mange pas de façon à sentir que tu as le ventre rempli. Mange juste à ta faim. Je te conseille également de créer apaisant autour de ton repas. Tu t'assois, tu respires profondément et tu manges en pleine conscience. Tu prends le temps de savourer tes repas. Tu crées un moment calme et agréable autour de ton assiette. Pose ton téléphone et mets-toi en pleine conscience. Donc, d'autres astuces et pratiques que tu peux utiliser pour améliorer ta digestion, c'est d'avoir une hydratation, Donc, bois régulièrement tout au long de la journée une eau de qualité. Une eau de qualité, c'est une eau avec très peu de résidus acides, une eau peu minéralisée. Si tu te poses la question, tu peux aller voir, par exemple, en boutique, quand tu achètes de l'eau, sur les flacons, sur les bouteilles, c'est indiqué résidu à sec à 180 degrés. Il faut qu'il soit en dessous de 50. En dessous de 50, là, tu as une eau qui est de bonne qualité. Bois suffisamment dans la journée. En revanche, pendant les repas, évite de boire parce que ça dilue les enzymes gastriques. Évite également les combinaisons alimentaires qui ne sont pas ou qui va demander plus de travail au corps. Par exemple, mélanger les protéines animales avec les amidons. Protéines animales, donc viande, poisson, avec les amidons, pâtes, riz, pommes de terre, parce que ça ralentit la digestion et ça favorise les gaz. Donc, accompagne par exemple tes protéines plutôt avec des légumes qui vont venir nourrir ton microbiote. Alors, si tu veux aller un peu plus loin avec cette notion de dissociation alimentaire, tu peux aller voir la roue de dissociation alimentaire de Shelton qu'on trouve facilement sur Internet et qui te permet de voir quels sont les aliments que tu peux associer les uns aux autres pour améliorer ta digestion. Tu peux également intégrer des cures, des détoxinations et dans ta routine mensuelle, par exemple, tu peux débuter doucement par une détoxination de ton foie avec du charbon-marie ou avec encore des solutions qui sont toutes prêtes. Tu vas en boutique bio et il y a des ampoules ou des gélules ou des poudres. Il y a de quoi faire en boutique bio. Tu commences par une petite détoxination du foie. Après, tu peux poursuivre par une monodiète. Une monodiète, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de consommer un aliment toute la journée. Ça peut être un fruit ou un légume, cuit ou cru. À toi de voir ce qui te convient. La carotte, c'est super pour le système digestif. Donc, du coup, tu peux consommer de la carotte en jus le matin, à midi à la vapeur et le soir en bouillon, par exemple. Et donc, ça te fait que de la carotte dans la journée et ça a permis d'alléger le système digestif et de commencer la détoxination. Et quand tu es à l'aise avec le fait de faire une monodiète, que tu peux pratiquer une fois par semaine, par exemple, quand tu es à l'aise avec ça, tu peux aller un peu plus intensément et pratiquer, par exemple, une cure de Breuse. Une cure de Breuse, c'est une cure de jus. Et là, tu pourrais la pratiquer une à deux fois tous les 15 jours. Tu fais des jus que tu peux diluer. Des jus, alors, je précise, ce sont des jus, tu peux mettre un ou deux fruits, mais c'est surtout des jus de légumes. Donc, du coup, parce que je vois venir les gens avec les remarques, mais oui, si tu dis de faire pendant 2 jours, de boire que du jus, donc ce sont des jus de légumes en priorité pour la cure de Breuse. Ça va permettre de détoxifier ton organisme, ça va permettre de le nettoyer et de le mettre au repos surtout. Et quand cette étape est acquise, que ce soit l'étape de la monodiète ou l'étape de la détoxification du foie, tu peux passer à quelque chose un peu plus conséquent qui va être d'envisager un jeûne qui peut être court, qui peut être hydrique, sec ou mixte, c'est-à-dire court, quand je dis court, qui ne dépasse pas 8 jours. Et ensuite, hydrique, c'est que tu bois que du liquide dans la journée, qui peut être une tisane ou de l'eau, ou alors sec, c'est-à-dire que tu ne manges rien, tu ne bois rien.
ou alors tu la fais mix, c'est-à-dire bah, tu décides de faire ton jeûne sur 2-3 jours. Le premier jour, tu fais hydrique, le deuxième jour, tu fais sec et le troisième jour, tu refais hydrique. Et donc là, je vais mettre un petit holà. Il faut préparer cette étape. Il ne faut pas la faire seule. Si on n'a jamais fait ça, il ne faut pas la faire toute seule dans son coin. Il faut préparer cette étape. Il y a une descente alimentaire à mener. Il y a une remontée alimentaire à faire. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma détox, par exemple avec un jeûne, ben, je ne parle pas de juste un jeûne intermittent où j'ai sauté un repas, où j'ai décidé pendant 2 jours de manger que tous les 24 heures. Je parle d'un jeûne, comme je précise, un jeûne court qui va entre 3 et 8 jours. Ben, on va éviter de le faire tout seul dans son coin sans préparation. Qu'est-ce qu'on peut ensuite faire? On peut intégrer des pauses après ces repas pour permettre au corps de commencer la digestion. C'est-à-dire qu'après le repas, on peut s'accorder 10 à 15 minutes de temps calme ou aller marcher en forêt. Cela permet de relancer, de favoriser la motilité intestinale et prévient les somnolences. Donc, autre élément pour pouvoir améliorer sa digestion, ça va être la gestion de son stress, parce qu'on a vu que le stress était l'une des causes d'une mauvaise digestion qui impactait la digestion. Donc, la gestion de son stress va en effet permettre de favoriser la digestion. Donc, ce qu'on peut utiliser, j'en parle tout le temps, mon petit chouchou, la cohérence cardiaque, qui est super facile à pratiquer. 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire sur 5 minutes. Cela va calmer le système nerveux, ça va préparer le corps à la digestion. Pratiquez-la, par exemple, avant d'aller manger pour réduire les tensions et améliorer votre confort digestif. Vous pouvez pratiquer la méditation, la pleine conscience. Donc, c'est prendre quelques minutes pour respirer profondément. On peut même faire des respirations ventrales, je vous en parlerai tout à l'heure, ou pratiquer une méditation avant le repas qui permet de calmer le flot de ses pensées, les voir, les entendre, les repérer, mais ne pas les retenir, ne pas les nourrir, et prendre conscience de cela. Donc, mange aussi en pleine conscience, sans distraction. Comme on a dit tout à l'heure, le fait de manger avec le téléphone déconnecte le corps du fait qu'il est en train de manger et qu'il doit se préparer. Donc, manger en pleine conscience, sans distraction, en se concentrant sur les saveurs, sur les textures et les odeurs du repas. Donc, tu peux aussi pratiquer après le repas, par exemple, des étirements ou un yoga doux. Ces postures de torsion assise, par exemple, ou les postures de l'enfant, vont stimuler la digestion et soulager les ballonnements. Tu peux intégrer que 5 minutes après un repas, c'est parfait. Alors je parlais tout à l'heure de respiration abdominale. Donc, la respiration abdominale, c'est super facile à faire. C'est le fait d'inspirer, que le diaphragme s'abaisse, et on a cette impression que le ventre, il gonfle. C'est ça la respiration abdominale. Elle est super puissante, c'est un levier super puissant, non seulement pour la gestion du stress, mais elle va être également efficace pour stimuler ton péristaltisme. Donc, souviens-toi que ton esprit que ton esprit, quand il est apaisé, ça va favoriser une digestion optimale. Donc, prendre soin de ta santé mentale ne va pas être uniquement importante pour la digestion, mais elle va être importante pour tout ton bien-être général. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intestin et le cerveau sont en constante communication via le nerf vague, donc via les neurotransmetteurs. Donc, autant faire en sorte que notre mental soit le plus apaisé possible. Donc, concernant les utilisations des plantes, donc qu'est-ce que je peux te proposer? Donc, tu as la menthe que tu peux utiliser, la menthe poivrée aussi, notamment, qui va être idéale pour les ballonnements, les spasmes intestinaux et va permettre d'améliorer le confort digestif. L'utilisation, c'est simple, tu la mets en infusion après un repas copieux. Tu peux utiliser le fenouil également, qui va réduire les gaz et favoriser la motilité intestinale. Tu peux également utiliser le gingembre qui stimule la digestion, la camomille qui va apaiser l'inflammation gastrique. Et toutes ces plantes, tu peux les utiliser en infusion ensemble. Tu peux prendre une cuillère, par exemple, à café de graines de fenouil que tu écrases. Tu prends 1 à 2 cm de gingembre que tu vas râper et tu prends quelques feuilles de menthe, un peu de camomille. Tu fais infuser pendant 10 minutes, tu filtres et puis tu bois ça après les repas. Et ça, c'est parfait pour justement aider ton système digestif
Et dans ces tisanes, tu as également des éléments qui vont te permettre de mieux digérer. Concernant les plantes que tu peux utiliser, tu peux également utiliser de l'eau tiède citronnée. Tu prends un demi-jus de citron que tu mets dans un verre d'eau tiède. Ça va permettre d'activer le foie, parce qu'il va stimuler la production de bile, mais ça va également préparer l'estomac pour la journée. Donc, je conseille le matin à jeun, de préférence. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du microbiote. Donc, notre microbiote, lui, il va bien fonctionner et il va être aidé par des éléments qu'on appelle des probiotiques et des prébiotiques. Donc, pour une gestion optimale, il faut prendre soin de son microbiote intestinal avec ces fameux probiotiques et ces fameux prébiotiques qui jouent un rôle complémentaire dans cet équilibre. Donc, qu'est-ce que c'est que les probiotiques? Ce sont des micro-organismes qui sont vivants, qui enrichissent notre microbiote intestinal et ils vont renforcer notre système digestif. On les trouve par exemple dans les yaourts sans sucre, par exemple, nature, dans le kéfir de lait ou d'eau, dans la choucroute et tout autre légume fermenté. Ils vont favoriser l'absorption des nutriments, réduire les ballonnements et renforcer la diversité bactérienne et l'immunité. Les prébiotiques, quant à eux, vont être des fibres non digestives qui servent de nourriture aux bonnes bactéries du microbiote. On va les trouver dans l'ail, dans l'oignon, dans le poireau, dans l'asperge. On peut en trouver dans la banane aussi, dans le topinambour. Ils vont stimuler la croissance des bonnes bactéries. Ils vont entraîner un transit régulier et vont prévenir les déséquilibres microbiotiques. Donc, les probiotiques apportent les bonnes bactéries et les prébiotiques, quant à eux, vont nourrir ces probiotiques. Donc, c'est bien de les associer au cours d'un repas. Par exemple, vous pouvez faire un repas avec des légumes de saison, des légumes lactofermentés en entrée, par exemple, et les accompagner de choucroute, d'ail ou d'épices qui vont permettre d'aider à renforcer notre microbiote. Donc, il existe deux types de fibres alimentaires. J'en ai parlé, je les ai cités tout à l'heure. J'ai parlé de fibres solubles et de fibres insolubles qui vont permettre de nourrir notre microbiote. Donc, ces fibres solubles, on les trouve dans les fruits et les légumes parce qu'ils absorbent l'eau et facilitent le transit. Et les fibres insolubles, quant à elles, on les trouve dans les céréales complètes parce qu'elles vont stimuler le mouvement du bol alimentaire dans l'intestin. Donc, les deux sont indispensables. Il faut jumeler les deux. Et plus on va consommer ces fibres, et plus notre microbiote sera riche et équilibré. Donc, tu peux faire tes cures de probiotiques et de prébiotiques en achetant en boutique bio pour restaurer ton microbiote. Mais tu peux également faire des apports en oméga 3 et te supplémenter en vitamine D, en zinc et en L-glutamine pour restaurer ton microbiote et pour restaurer ton système digestif. Donc, quelques d'autres conseils que je pourrais te donner pour améliorer ta digestion, ça pourrait être de faire des massages abdominaux. Tu appliques quelques gouttes d'huile essentielle. Je vais t'en donner d'autres tout à l'heure, mais tu peux prendre la menthe poivrée ou le gingembre. Tu mélanges à de l'huile végétale et tu fais des mouvements doux sur ton ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est le sens du péristaltisme, et ça va soulager les ballonnements et améliorer la circulation intestinale. Tu peux également pratiquer de l'activité physique douce, parce que ça va stimuler le péristaltisme. Tu peux également pratiquer de la réflexologie plantaire, par exemple, ou faciale. Tu peux aller regarder sur Internet le Diam-Chan. Ça s'écrit D-I-E-N apostrophe C-H-A-M. Ça permet de stimuler des points qui vont permettre à ton corps de retrouver de l'énergie pour mieux digérer. Tu peux pratiquer aussi des exercices de biokinésie. Ce sont des mouvements qui vont être associés à la respiration. Par exemple, le fait de se pencher sur la droite en ayant une rétention pleine, ça va venir comprimer le foie et ça le stimule, ça le relance. Ou inversement, tu fais une rétention pleine et tu te penches vers la gauche, là, tu stimules le pancréas. Et on a vu que le pancréas, il avait un grand rôle dans la sécrétion d'enzymes. Donc, veillez à avoir un sommeil de qualité. Donc, mon précédent webinaire portait sur ce sujet. Donc, tu peux aller retrouver tout plein d'informations là-dessus. Parce que lors du sommeil, c'est un moment qui est super important pour la régénération et la détoxification. Donc, il faut veiller à avoir un sommeil de qualité. Donc, je te laisse aller voir le
le précédent webinaire parce qu'il est très utile à ce sujet. Donc, tu peux utiliser également des huiles essentielles, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai cité déjà le fenouil. Tu peux utiliser l'angélique racine, la mandarine, le néroli. Ça va être des huiles essentielles qui vont stimuler la digestion, qui vont aider en fait à avoir une meilleure digestion. Donc, tu vois qu'il y a plein de solutions, que ce soit les plantes digestifs, les probiotiques que tu peux accentuer dans ton alimentation, les huiles essentielles, la biokinésie ou encore des remèdes simples comme l'eau citronnée ou les tisanes après un repas sont autant de solutions naturelles et efficaces que tu peux utiliser pour pouvoir faciliter ta digestion. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de te partager? Donc, du coup, que nous avons vu comment nous avons vu les différentes étapes du fonctionnement de notre système digestif, de la bouche pour finir jusqu'à l'anus. Nous avons vu les causes les plus fréquentes des troubles digestifs, à savoir une alimentation inadaptée, le stress, un microbiote déséquilibré. On a vu également les solutions efficaces pour retrouver une digestion harmonieuse grâce à des stratégies alimentaires, grâce aux plantes, grâce aux huiles essentielles et grâce au mouvement. Donc, souviens-toi que ta digestion est le pilier de ton énergie vitale. Donc, ce que tu mets dans ton assiette, la façon dont tu manges et ton état d'esprit vont influencer directement ton confort intestinal. Donc, je t'encourage à tester plusieurs pratiques aujourd'hui que nous avons partagées, que je t'ai partagées aujourd'hui. Et commence sur ton corps, les bienfaits que ça peut t'apporter et ajuste si besoin. C'est dans des petits changements réguliers que naissent de grandes transformations. Donc, n'hésite pas, même si tu te dis, mais ça coûte, c'est rien de passer un peu d'huile essentielle sur mon ventre, ça va rien faire. Non, commence par des petits changements. Adopte celui qui te convient. J'ai partagé plein de tips. Adopte celui qui te convient et commence tes transformations dès maintenant. Donc, je vous remercie tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Maintenant, je laisse place à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vois Naja qui dit « La diversité du microbiote selon les zones géographiques d'une personne est-il due aux différences des mœurs culinaires ?» Donc, entre autres, les mœurs culinaires, mais vu qu'on a cet aspect épigénétique qui vient renforcer cette idée, c'est-à-dire qu'un bébé, par exemple, quand il naît, il va tout mettre dans la bouche. Et en mettant tout dans la bouche, il informe son système immunitaire des différents éléments qui l'entourent. Donc, bien évidemment, ça va être en fonction de ce que je mange, mais ça va être en fonction de l'environnement dans lequel j'évolue. Est-ce que ça répond à ta question, Naja? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je ne vois pas d'autres questions. Hop. Ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous souhaitez, l'une d'entre vous souhaite aller beaucoup plus loin avec un accompagnement personnalisé, je suis disponible. Donc, vous pouvez me contacter. Il n'y a aucun souci.